Maya Richardson Hartwell croyait jusqu'alors que l'épreuve la plus douloureuse de son existence avait été d'accepter que Marcus, son ex-mari, réapparaisse dans la vie de leur fille après les avoir abandonnés 11 ans plus tôt pour courir après l'argent. Mais elle se trompait lourdement, car tout bascula le jour où, lors de l'anniversaire des 14 ans de Naomi, Marcus s'écroula soudainement et qu'un médecin annonça un diagnostic implacable. Un cancer du pancréas au stade 4, le même qui avait emporté le père de Maya, avec à peine 6 mois à vivre sans un traitement expérimental coûtant 2 millions, une somme qu'il était incapable de réunir, plaçant Maya face à un dilemme moral qui allait enflammer l'opinion publique. Une femme à la tête de 5 milliards doit-elle laisser mourir l'homme qui l'a brisé, ou payer pour le sauver, non par compassion pour lui, mais parce que leur fille la supplie en larmes de le faire. Et ce qui rendait ce choix insoutenable n'était pas seulement la question de l'argent, mais celle du moment, car Maya avait enfin reconstruit sa vie, enfin ouvert son cœur à un autre homme, un homme loyal, présent, aimant, qui chérissait autant Naomi qu'elle-même et incarnait tout ce que Marcus n'avait jamais été. Et cet homme se tenait dans sa cuisine en lui disant calmement mais fermement: « Si tu finances le traitement de Marcus, je ne suis pas sûr de pouvoir rester. Parce que cela signifiera que tu ne seras jamais totalement libéré de lui. » Laissant Maya face à une décision impossible. Sauver le père qui avait abandonné sa fille, ou préserver l'avenir qu'elle avait mis tant d'années à bâtir. Mais voici la partie qui rendait cette décision impossible, la partie qui allait laisser des millions de personnes divisées dans les commentaires. Le nouveau petit ami de Maya n'avait pas tort. Parce que même après 3 ans où Marcus avait prouvé qu'il avait changé, même après que les visites supervisées soient devenues non supervisées, même après qu'il se soit présenté à chaque anniversaire, chaque pièce de théâtre et chaque moment important, Maya se réveillait encore certains matins la poitrine serrée, se rappelant le jour où il avait signé les papiers du divorce alors qu'elle pleurait son père. Elle entendait encore sa voix dire « Tu ne seras jamais assez », résonnant dans les moments de calme. Elle portait encore des cicatrices qui s'étaient refermées mais n'avaient jamais complètement disparu. Et maintenant, elle devait décider. La miséricorde était-ce sauver quelqu'un qui vous a détruite, ou était-ce enfin se choisir soi-même, sa paix, son avenir avec un homme qui ne l'avait jamais fait se sentir petite. Parce que ce que personne ne vous dit sur le pardon, c'est qu'il n'efface pas le passé, il vous apprend juste à vivre avec. Et Maya était sur le point de découvrir si elle pouvait vivre en regardant Marcus mourir, ou si vivre en le sauvant lui coûterait tout ce qu'elle avait enfin trouvé. Écoutez, si vous n'avez pas regardé les parties 1, 2 et 3 de l'histoire de Maya, les liens sont dans la description, et vous devez absolument les regarder, car ce qui va se passer n'aura de sens que si vous comprenez le parcours de 11 ans qui nous a menés ici. Mais si vous êtes à jour, appuyez sur ce bouton d'abonnement maintenant et activez toutes les notifications. Car cette partie finale va tester tout ce que vous pensez savoir sur la miséricorde, les limites et ce que nous devons aux personnes qui nous ont brisés. Écrasez ce bouton « J'aime » si vous avez déjà dû choisir entre la justice et la compassion, et commentez ci-dessous. Si vous étiez Maya, que feriez-vous? Le laisser mourir ou le sauver? Soyez honnête, car des millions de personnes auront un avis sur le choix qu'elle fait. Et je veux savoir où vous vous situez avant de voir ce qui se passe. La fête d'anniversaire avait été parfaite, jusqu'au moment où elle ne l'a plus été. Les 14 ans de Naomi, une célébration dans le jardin avec 20 de ses amis les plus proches, des guirlandes lumineuses accrochées aux arbres, un gâteau au chocolat que Maya avait raté 3 fois avant de le réussir car Naomi avait des opinions très précises sur le ratio glaçage-gâteau, et de la musique provenant des enceintes tandis que les adolescentes riaient et prenaient des selfies, rappelant à Maya que son bébé grandissait plus vite qu'elle n'y était prête. Marcus était arrivé à l'heure, portant un cadeau emballé et arborant le sourire nerveux qu'il affichait toujours lors de ses rassemblements, comme s'il ne parvenait toujours pas à croire qu'il avait le droit d'être là. 3 ans de paternité constante n'avaient pas effacé sa conscience d'être l'invité qui avait mérité son invitation après des années à faire ses preuves, plutôt que par le droit automatique de la biologie. Maya l'observa depuis la fenêtre de la cuisine où elle remplissait la carafe de limonade, et sentit ce nœud compliqué familier dans sa poitrine. De la gratitude qu'il se soit présenté, du soulagement que Naomi soit heureuse, et par-dessous, un murmure de ressentiment qu'elle n'avait jamais tout à fait réduit au silence qui disait « Il a le droit d'être ici maintenant après avoir manqué les 11 premières années, après m'avoir détruite, après tout. Tu vas bien ?» Une voix derrière elle, chaude et posée. Elle se retourna et vit David Chen, son petit ami depuis 8 mois, l'homme qui était entré dans sa vie l'année dernière lors d'une levée de fonds pour sa fondation, et qui avait réussi, d'une manière ou d'une autre, à lui faire croire qu'elle pouvait à nouveau faire confiance. David était tout ce que Marcus n'était pas, patient là où Marcus avait été impulsif, stable là où Marcus avait été imprévisible, présent là où Marcus avait été absent. Il était chirurgien pédiatrique, passait ses week-ends à faire du bénévolat dans des cliniques gratuites, et traitait Naomi avec le respect prudent de quelqu'un qui comprenait qu'il n'essayait pas de remplacer son père,
juste de soutenir sa mère. Je vais bien, dit Maya, se laissant attirer par lui. Je réfléchissais juste à quel point c'est étrange que tout cela semble normal maintenant. Marcus présent, nous deux ensemble ici, tout cela. David l'embrassa sur le front. Normal, c'est bien. Normal, c'est ce que tu mérites. Dehors dans le jardin, Marcus apprenait à un groupe d'adolescents un tour de cartes compliqué, ses mains bougeant avec une aisance habituelle, et Naomi le regardait avec cette affection simple qui faisait mal au cœur de Maya. Sa fille aimait son père, l'aimait vraiment, non pas malgré ce qu'il avait fait, mais d'une manière qui existait séparément, dans le temps présent où Marcus se présentait, faisait des efforts et l'aimait en retour. « Maman » appela Naomi par la fenêtre ouverte. « Viens ici », Marcus s'apprête à faire le tour que grand-père James lui a appris. Le souffle de Maya se coupa. Marcus n'avait jamais connu son père. James était mort avant qu'ils puissent se rencontrer. Ou plutôt, James était mort pendant cette visite à l'hôpital où Marcus avait posé des questions sur l'argent de l'assurance vie. Mais au cours des 3 dernières années, Marcus avait posé des questions à Maya sur son père, sur ce qu'il était, ce qu'il valorisait, ce qui comptait pour lui. Et Maya avait répondu lentement, prudemment, donnant à Marcus des morceaux de l'homme dont il avait un jour tenté d'exploiter l'héritage. Elle sortit avec David, l'air frais du début d'automne sur sa peau, et regarda Marcus réaliser un tour de cartes élaboré qui se termina par la production de la de cœur avec un geste théâtral. « Ton grand-père James faisait ça à l'école primaire », dit Marcus à Naomi. « Ta maman m'en a parlé. Il le faisait pour les enfants qui passaient de mauvaises journées pour les faire sourire. » Naomi rayonna. « Tu peux m'apprendre. »« Absolument, à la prochaine visite, je... » Puis il s'arrêta au milieu de sa phrase. Sa main se porta à sa poitrine, son visage se vida de ses couleurs si vite qu'on aurait dit qu'on avait retiré une prise. « Marcus. » La voix de Naomi monta, empreinte d'inquiétude. Il essaya de sourire, essaya de dire quelque chose, mais à la place, ses genoux fléchirent et il s'effondra lourdement, s'écroulant sur la pelouse tandis que 14 adolescents criaient et que les parents se précipitaient. L'entraînement de Maya, acquis au fil des années de gestion de crise pour sa fondation, prit le relais automatiquement. « Appelez le 911 » cria-t-elle, s'agenouillant à côté de lui, vérifiant son pouls, sa respiration, ses mains tremblant parce que c'était Marcus, c'était le père de Naomi, cela arrivait à la fête d'anniversaire de sa fille. David était déjà au téléphone, donnant déjà l'adresse, sa voix de médecin calme et clinique. Homme, la quarantaine, effondrement soudain, inconscient mais respire, possible incident cardiaque. Les yeux de Marcus s'ouvrirent en battant des paupières, troubles, et il regarda Maya avec une expression qu'elle ne lui avait jamais vue auparavant, une peur purement primale. « Naomi, chuchota-t-il. Ne la laisse pas me voir comme ça. » Mais c'était trop tard. Naomi était là, des larmes ruisselant sur son visage, essayant de se faufiler entre les adultes pour atteindre son père. « Papa, papa, réveille-toi. » Le mot frappa Maya comme un train de marchandises. « Papa, pas Marcus. Papa. » Quand cela avait-il changé? L'ambulance arriva en 7 minutes, ce qui parut durer 7 heures. Ils chargèrent Marcus sur un brancard, le branchèrent à des moniteurs qui bipaient selon des rythmes que Maya ne comprenait pas. Et David partit avec eux parce qu'il était médecin et pouvait traduire, laissant Maya tenir sa fille sanglotante tandis que les invités de la fête rassemblaient maladroitement leurs affaires et que l'anniversaire parfait se dissolvait dans le trauma. Harold arriva dans l'heure, appelé par le coup de fil paniqué de Maya, et prit en charge la logistique, renvoyant les autres parents chez eux, nettoyant le jardin, étant la présence stable qui permit à Maya de s'effondrer en privé dans sa cuisine, tandis que Naomi pleurait jusqu'à s'endormir à l'étage. « Il est au merci général », dit Harold doucement. David a envoyé un message, ils font des tests, il est stable pour l'instant. Que s'est-il passé? David a dit quelque chose. Ils ne savent pas encore. Mais Maya, tu dois te préparer. L'apparence de Marcus, la soudaineté de tout cela, ce n'est pas bon. Le téléphone de Maya vibra. David, nous devons parler. Tu peux venir à l'hôpital. Elle regarda Harold, le désastre de ce qui aurait dû être une célébration, ses mains qui tremblaient encore d'avoir pratiqué la RCP sur l'homme qu'elle avait aimé puis haï, et maintenant quelque chose de plus compliqué que les deux. Reste avec Naomi, dit-elle. J'y vais. L'hôpital sentait la désinfection et la peur. Maya avait passé assez de temps dans les hôpitaux, à regarder son père mourir, à accoucher seule de Naomi, à soutenir des femmes via les programmes de santé de sa fondation, pour en haïr chaque centimètre stérile. David la rencontra dans le couloir devant les soins intensifs,
toujours dans sa chemise habillée de la fête, mais avec maintenant un badge de médecin accroché à son col, existant dans les deux mondes. « C'est grave ?» demanda Maya. Grave, le visage de David était grave. Maya, ils ont trouvé une masse. Cancer du pancréas, avancé. L'effondrement est probablement lié à des complications de la pression de la tumeur sur les organes environnants. Le monde bascula. Cancer du pancréas. La même chose qui avait tué son père. À quel point avancé? Stade 4. Ça s'est propagé à son foie. Sans traitement, il lui donne 4 à 6 mois. Avec un traitement standard, peut-être 8 à 12. Mais il y a un essai expérimental à Johns Hopkins. Une immunothérapie combinée à une radiothérapie ciblée. Les premiers résultats sont prometteurs. Pourrait potentiellement prolonger sa vie significativement, peut-être même une rémission s'il répond bien. Quel est le piège? L'expression de David lui dit tout avant qu'il ne prononce les mots. Ce n'est pas couvert par l'assurance. C'est expérimental. Le coût est d'environ 2 millions pour l'intégralité du traitement. Le rire de Maya fut amer. Bien sûr que c'est le cas. Maya, je sais à quoi tu penses. Vraiment? Sais-tu que je pense à mon père mourant de ce même cancer pendant que Marcus lui posait des questions sur l'argent de l'assurance vie? Sais-tu que je pense à la façon dont Marcus a quitté Naomi à sa naissance et que maintenant ma fille sanglote à l'étage parce que son papa pourrait mourir? Sais-tu à quoi je pense, David? Il l'attira dans une salle de consultation tranquille, loin des infirmières, des patients et de la comédie du sang-froid. Je sais que tu es en colère. Je sais que c'est injuste de manière impossible. Et je sais que 2 millions ne sont rien pour toi financièrement, mais tout émotionnellement. Il n'a pas l'argent. Non. Son assurance couvrira les soins palliatifs, les soins de hospice le moment venu, mais pas le traitement expérimental. Il devrait payer de sa poche. Maya s'assit lourdement sur l'une des chaises en plastique. Je peux le voir. Il a demandé à ne pas te voir. Pas encore. Il dit qu'il a besoin de temps pour digérer, pour trouver ce qu'il veut dire. Il s'est effondré à la fête d'anniversaire de ma fille et il ne veut pas me voir. Il a honte, Maya. Il sait ce que cela signifie. Il sait ce qu'il va devoir demander, et il essaie de savoir s'il peut s'y résoudre. Ils restèrent un moment en silence, le poids des non-dits s'installant entre eux. Finalement, David dit, « S'il te demande de payer le traitement, que diras-tu » ? Je ne sais pas. Maya, j'ai besoin de te dire quelque chose, et j'ai besoin que tu m'écoutes vraiment. David prit ses mains de chirurgien qui sauvaient des vies d'enfants, et sa voix était douce mais ferme. Si tu paies pour le traitement de Marcus, je ne pense pas pouvoir rester avec toi. La tête de Maya se releva d'un coup. Quoi? Je t'aime. J'aime Naomi. Je veux construire un avenir avec toi. Mais Maya, tu vaux 5 milliards, et tu fais encore des cauchemars sur ce que Marcus t'a fait. Tu sursautes encore parfois quand je tends la main vers toi. Tu portes encore les cicatrices d'un homme qui t'a abandonné à ton moment le plus bas. Et si tu paies 2 millions pour le sauver, cela me dit que tu ne seras jamais vraiment libre, qu'il aura toujours du pouvoir sur toi. Ce n'est pas une question de pouvoir sur moi. C'est pour que ma fille ne voie pas son père mourir. Vraiment? Ou est-ce pour toi, pour prouver que tu es la plus grande personne, que tu es plus miséricordieuse qu'il ne l'a été? Maya, tu ne lui dois pas cela. Tu ne lui dois rien. Mais je dois quelque chose à Naomi. Tu dois à Naomi une mère guérie, qui peut lui montrer à quoi ressemblent des limites saines, qui ne se sacrifie pas pour sauver les personnes qui l'ont blessée. David se leva, fit les 100 pas. Écoute, je ne dis pas que tu as tort si tu choisis de l'aider. Je dis que je ne peux pas te regarder disparaître dans cette culpabilité et cette obligation. Je ne peux pas rivaliser avec un fantôme. Et si tu sauves Marcus, même s'il vit, il sera le fantôme dans notre relation pour toujours. Maya le fixa, ce bon homme, cet homme qui ne l'avait jamais blessé, qui lui demandait de choisir. Tu me donnes un ultimatum. Je te dis la vérité sur ce avec quoi je peux vivre. Et je ne peux pas vivre en sachant que la femme que j'aime mettra toujours l'homme qui l'a détruite en premier. Avant que Maya ne puisse répondre, une infirmière frappa à la porte. Mademoiselle Richardson Hartwell, Monsieur Richardson vous demande maintenant. Maya se leva sur des jambes tremblantes, regarda David, l'avenir auquel elle avait commencé à croire, et sortit de la pièce pour se diriger vers le lit de Marcus, sachant que quoi qu'il arrive ensuite, tout changerait. Marcus paraissait plus petit dans ce lit d'hôpital que Maya ne l'avait jamais vu.
non seulement physiquement diminué par les tubes, les moniteurs et la pâle blouse d'hôpital, mais fondamentalement réduit d'une manière qui lui serrait la poitrine avec quelque chose qu'elle ne voulait pas nommer. Il avait 43 ans, l'âge qu'avait son père lors de son diagnostic, et le parallèle était si cruel qu'il semblait délibéré, comme si l'univers la forçait à revivre la pire année de sa vie avec l'homme qui l'avait rendu pire. « Merci d'être venu », dit Marcus, sa voix rauque. L'effondrement avait endommagé quelque chose dans sa gorge pendant la chute, expliqua le médecin. Tout en lui était en train de se décomposer. Maya approcha une chaise, mais pas trop près, maintenant la distance physique qui représentait la distance émotionnelle. David m'a dit. Stade 4. Je suis désolé. Vraiment. La question n'était pas accusatoire, elle était sincère, comme s'il voulait vraiment savoir si la femme qui l'avait détruite pouvait éprouver de la compassion pour lui maintenant qu'il mourait. Oui. Je ne souhaiterais cela à personne. Même pas à toi. Marcus rit, un son brisé. Même pas à moi. C'est déjà ça, je suppose. Il bougea dans le lit, grinçant. Les médecins ont expliqué les options. Le traitement standard me donne peut-être 1 an. La plupart du temps malade à cause de la chimio. Le traitement expérimental pourrait m'en donner plus, pourrait me donner du vrai temps, mais il coûte 2 millions. Je sais. Bien sûr que tu sais. David te l'a dit. Marcus la regarda avec ses yeux que Naomi avait hérités, et Maya vit la question se former avant qu'il ne la pose. Maya, je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit. Je le sais. Mais je vais quand même te le demander, parce que je suis désespérée, effrayée, et je ne veux pas mourir sans connaître ma fille, vraiment la connaître. Ces 3 dernières années ont été les meilleures de ma vie, la regarder grandir, être son père, et j'ai besoin de plus de temps. S'il te plaît. Tu me demandes de payer pour ton traitement. Je te demande de me donner une chance de vivre assez longtemps pour être le père que j'aurais dû être depuis le début. Je te demande du temps pour faire amende honorable, pour montrer à Naomi à quoi ressemble un vrai père, aussi. Pourquoi, Marcus ? Pour soulager ta culpabilité ? Pour mourir avec la conscience tranquille. La voix de Maya s'était durcie maintenant, toute la rage qu'elle avait enfouie pendant 3 années remontant à la surface. Tu as eu 11 ans pour être son père, et tu as choisi de ne pas l'être. Tu as choisi de nous abandonner. Tu as choisi d'épouser ta maîtresse aux funérailles de mon père. Tu as choisi d'essayer de prendre Naomi pour de l'argent. Tu as fait des choix. Et maintenant, tu veux que je te sauve des conséquences. Oui. Son honnêteté était dévastatrice. Oui, je veux que tu me sauves des conséquences que je mérite. Parce que Naomi ne mérite pas de voir son père mourir. Elle a 14 ans. Elle a enfin un père qui est présent. Et si je meurs maintenant, elle passera le reste de sa vie à se demander si elle aurait pu me sauver. Si tu aurais pu me sauver, Maya. Ce n'est pas à propos de moi. C'est pour protéger notre fille d'un trauma. Ne t'avise pas d'utiliser notre fille comme une arme contre moi. Ne t'avise pas de faire de cela une question de la protéger alors que c'est toi qui es en train de mourir. Mais je suis en train de mourir, et j'ai terriblement peur, et je déteste devoir te supplier, devoir demander à la femme que j'ai détruite de la miséricorde, mais je n'ai plus aucune fierté. Je n'ai que 6 mois, et une fille qui m'aime, et un besoin désespéré de plus de temps. Des larmes coulaient maintenant sur son visage, des pleurs laids, du genre qui dépouille de toute prétention. Je sais ce que je t'ai fait. Je sais que je ne mérite pas cela. Mais Naomi mérite un père. S'il te plaît, ne me laisse pas mourir alors que tu pourrais me sauver. Maya se leva brusquement, la chaise raclant le linoléum. J'ai besoin d'air. Elle parvint jusqu'au couloir avant que les larmes ne viennent, s'adossant au mur, glissant jusqu'à s'asseoir sur le sol froid de l'hôpital, essayant de respirer malgré le poids impossible de ce choix. Sauver l'homme qui l'avait détruite, ou le laisser mourir et vivre avec cette décision pour toujours. Apprendre à Naomi que la miséricorde signifie se sacrifier, ou lui apprendre que les limites comptent, même quand elles font mal. Son téléphone sonna. Harold. Maya. Naomi s'est réveillée. Elle demande des nouvelles de Marcus. Que dois-je lui dire? La vérité. Il est malade. Très malade. À quel point? Cancer. 6 mois sans traitement. La brusque inspiration de Harold lui indiqua qu'il comprenait l'ironie cruelle. Comme ton père. Exactement comme mon père. Harold, que dois-je faire? Que veux-tu faire? Je veux revenir en arrière et ne jamais le laisser entrer dans nos vies.
Je veux que Naomi ne l'ait jamais connue pour qu'elle ne souffre pas comme cela. Je veux. Sa voix se brisa. Je veux que quelqu'un me dise quelle est la bonne réponse. Maya, écoute-moi. Il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a que la réponse avec laquelle tu peux vivre. Peux-tu vivre en le laissant mourir? Je ne sais pas. Peux-tu vivre en le sauvant? Je ne sais pas non plus. Harold fut silencieux un moment. Ton père t'a laissé une lettre pour chaque occasion. Tu le savais? Avant de mourir, il a écrit des dizaines de lettres pour différents moments de ta vie. Ton mariage, le diplôme de Naomi, les moments qu'il savait qu'il manquerait. Je les ai dans un coffre-fort sécurisé. Il m'a fait promettre de te les donner au bon moment. Le souffle de Maya se coupa. Pourquoi me dis-tu cela maintenant? Parce qu'il en a laissé une pour ce scénario exact. Il l'a appelée « Quand la miséricorde coûte tout ». Il devait savoir, devait prédire qu'un jour tu ferais face à un choix comme celui-ci. Veux-tu que je te l'apporte? Oui. Non. Je ne sais pas. Maya pressa sa main contre sa poitrine, sentant les battements de son cœur contre sa paume. Que me dirait-il de faire? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il te ferait confiance pour faire le bon choix pour toi. Pas pour Marcus, pas même pour Naomi. Pour toi. Après avoir raccroché, Maya resta assise dans ce couloir pendant 20 minutes, regardant les infirmières passer, écoutant les bruits de l'hôpital, les bips des moniteurs, les conversations étouffées, quelqu'un qui pleurait dans une pièce au bout du couloir. Toute cette souffrance, tous ces gens qui se battent pour plus de temps. Et Marcus n'était que l'un d'eux, pas spécial parce qu'il l'avait trahi, pas indigne de vivre parce qu'il avait été cruel, juste un autre être humain désespéré de ne pas mourir. Son téléphone vibra. Un texto de Naomi. Maman. Oncle Harry m'a parlé de papa. Je dois te parler. S'il te plaît, rentre à la maison. Maya rentra chez elle dans un brouillard, les lumières de la ville se brouillant à travers ses larmes. Les mots de David résonnaient. Si tu sauves Marcus, tu ne seras jamais libre de lui. Les mots de Harold. Avec quoi peux-tu vivre? Les mots de Marcus. S'il te plaît, ne me laisse pas mourir. Naomi l'attendait dans le salon, recroquevillée sur le canapé en pyjama, les yeux rouges et gonflés par les pleurs. Elle paraissait si jeune, si vulnérable. Et Maya se souvint avec une douloureuse clarté de ce que cela faisait d'avoir 14 ans et de voir un parent s'éteindre. Maman, est-ce que papa va mourir? Maya s'assit à côté d'elle, l'attirant contre elle. Les médecins disent qu'il est très malade, ma chérie. Il a un cancer, le même que grand-père James. Ils peuvent le guérir. Il y a un traitement qui pourrait t'aider, mais il est cher et son assurance ne le couvrira pas. Naomi se dégagea, regardant sa mère avec ses yeux intelligents qui voyaient trop de choses. Combien cher, maman? Mais tu pourrais te le permettre. Ce n'était pas une question. Naomi avait 14 ans, elle n'était pas stupide. Elle avait grandi en sachant que sa famille était riche, comprenant de manière abstraite que l'argent était rarement un obstacle pour eux. Oui, je pourrais me le permettre. Alors pourquoi parles-tu comme si tu ne pourrais pas le payer? La voix de Naomi monta, la panique s'insinuant. Maman, tu dois le faire. Tu dois le sauver. Naomi, c'est plus compliqué que... Ce n'est pas compliqué. Mon papa est en train de mourir et tu peux le sauver, et tu envisages de ne pas le faire. Naomi se leva, tout son corps tremblant de fureur et de peur. Je sais ce qu'il t'a fait. Je sais qu'il nous a quittés. Je sais qu'il a été terrible. Mais maman, c'est mon papa. Il a été présent pendant 3 ans. Il m'aime. Et tu vas juste le laisser mourir à cause de quelque chose qui est arrivé quand j'étais bébé. Naomi, ce n'est pas juste. Rien n'est juste. Rien. Grand-père James est mort et je n'ai jamais pu le rencontrer. Et maintenant papa va mourir et je vais le perdre, lui aussi. Et tu pourrais l'arrêter. Tu pourrais arranger ça, mais tu ne le feras pas parce que tu ne peux pas lui pardonner. Naomi pleurait maintenant, des larmes coulant sur son visage, et chaque mot était un couteau dans la poitrine de Maya. Je pensais que tu étais la personne la plus gentille du monde. Je pensais que tu aidais les gens. Mais tu vas laisser mon papa mourir. Naomi, s'il te plaît, écoute. Mais Naomi monta en courant à l'étage, sa porte claquant si fort que toute la maison trembla. Maya resta assise là dans le silence, les mots de sa fille résonnant comme une condamnation. Tu vas laisser mon papa mourir. Harold apparut dans l'embrasure de la porte, ayant tout entendu. Elle est jeune. Elle a peur.
Elle ne comprend pas. Elle comprend parfaitement. Son père est en train de mourir et sa mère a le pouvoir de le sauver et choisit de ne pas le faire. C'est ce qu'elle comprend. Maya se leva, tout son corps donnant l'impression qu'il allait se briser. Harold, qu'a dit mon père dans cette lettre? Es-tu sûr de vouloir la lire maintenant? Je ne suis sûr de rien. Mais j'ai besoin d'entendre sa voix. Harold sortit une enveloppe de sa veste. Il l'avait apportée, sachant qu'elle demanderait. L'enveloppe était jaunie sur les bords, scellée avec de la cire, l'écriture de son père sur le devant. Pour Maya, quand la miséricorde coûte tout. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. Ma chère Maya, si tu lis ceci, tu fais face à un choix impossible. Quelqu'un qui t'a blessé a besoin d'une aide que seul toi peux apporter. Et tu essaies de comprendre si la miséricorde signifie le sauver ou te protéger toi-même. Je ne peux pas te dire quoi faire, mais je peux te dire ce que j'ai appris au cours de mes années sur cette terre. La miséricorde ne dépend pas de savoir si quelqu'un la mérite. Cela, c'est la justice. La miséricorde, c'est savoir qui tu veux être quand quelqu'un ne la mérite pas. J'ai choisi la miséricorde quand j'ai pardonné à la famille qui m'avait renié. J'ai choisi la miséricorde quand j'ai renoncé à des milliards pour aimer ta mère. J'ai choisi la miséricorde chaque fois que j'ai lavé ses sols en me souvenant que j'aurais pu être un PDG. Et la miséricorde m'a libéré. Non pas parce que les gens que j'ai pardonnés le méritaient, mais parce que je méritais de ne plus porter ce poids. Mais voici ce que j'ai aussi appris. La miséricorde doit avoir des limites. La miséricorde ne signifie pas laisser les gens te détruire à répétition. La miséricorde ne signifie pas te sacrifier sur l'autel de la rédemption de quelqu'un d'autre. Alors pose-toi cette question. Si tu aides cette personne, est-ce parce que la miséricorde est ce que tu es? Ou est-ce parce que tu as peur qu'on te qualifie de cruel? Si c'est la première, alors aide-la et ne regarde pas en arrière. Si c'est la seconde, alors te protéger est la chose miséricordieuse envers toi. Tu mérites aussi de la miséricorde, ma petite fille. Ne l'oublie jamais. Quel que soit ton choix, choisis-le parce qu'il est fidèle à qui tu es. Pas à qui tu penses devoir être, pas à qui les autres attendent que tu sois, mais à qui tu es réellement, au plus profond de toi. Je t'aime. Je te fais confiance. Et je serai fière de toi, quelle que soit ta décision. Ton papa. Maya lut la lettre 3 fois, la voix de son père si claire dans son esprit qu'elle pouvait presque l'entendre parler. Et puis elle prit sa décision. Elle appela David en premier. Je vais payer pour le traitement de Marcus. Silence à l'autre bout, puis, d'accord. C'est tout? Juste d'accord? Que veux-tu que je dise, Maya? Je t'ai dit où j'en étais. Tu as fait ton choix. David, ce n'est pas choisir Marcus plutôt que toi. Si. Tu choisis de t'attacher à lui pour aussi longtemps que durera ce traitement. Des années, peut-être. Tu choisis de faire de lui ta responsabilité. Tu choisis d'apprendre à Naomi que nous nous sacrifions pour sauver les gens qui nous ont blessés. Sa voix était lourde de tristesse, pas de colère. Je t'aime, mais je ne peux pas te regarder faire ça. Je ne peux pas être le type qui attend sur la touche pendant que tu te donnes à fond pour sauver ton ex-mari. Alors c'est tout? Tu pars. Je te donne de l'espace pour faire ce que tu dois faire, et je me protège moi-même de perdre plus que je n'ai déjà perdu. Maya, j'espère que ça marchera. J'espère que le traitement le sauvera. J'espère que Naomi aura plus de temps avec son père. Mais je ne peux pas faire partie de cela. Je suis désolée. La ligne se coupa. Maya resta assise là, tenant son téléphone, avec l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Elle avait fait son choix, et cela lui avait coûté exactement ce que David avait dit que cela coûterait. Mais quand elle regarda la lettre de son père, ces mots, « Tu mérites aussi de la miséricorde », elle sut quelque chose que David ne comprenait pas. Il ne s'agissait pas de savoir si Marcus méritait d'être sauvé. Il s'agissait de savoir que Maya méritait de ne pas porter le poids de le laisser mourir. Elle appela Harold. Organise une réunion avec l'équipe d'oncologie de Marcus. Je paie pour le traitement, tout, quoi qu'il lui faille. Tu es sûr? Non. Mais je le fais quand même. Elle monta à l'étage et frappa à la porte de Naomi. Ma chérie, je peux entrer. Naomi ouvrit la porte, son visage marqué par les pleurs. Tu vas le sauver. Oui. Naomi lui sauta au cou, sanglotant contre la poitrine de sa mère. Merci. Merci, maman. Je suis désolée d'avoir dit ces choses. Je suis tellement désolée. Chut. Tu avais peur. Je comprends.
Maya caressa les cheveux de sa fille, respirant l'odeur de son shampoing à la fraise, sentant le poids de cette décision s'ancrer en elle. Mais Naomi, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je fais cela pour toi. Et je le fais parce que c'est qui je suis. Mais cela ne veut pas dire que tout est arrangé. Cela ne veut pas dire que ton père et moi allons soudain bien. Et cela ne veut pas dire que cela va marcher. Le traitement pourrait ne pas le sauver. Mais il a une chance. Oui, il a une chance. Et cela, Maya le réalisa, était tout ce que n'importe lequel d'entre eux n'avait jamais eu, une chance. Son père avait eu la chance de lui laisser un héritage. Marcus avait eu la chance de prouver qu'il avait changé. Naomi avait la chance de connaître son père. Et Maya avait la chance de prouver que la miséricorde était plus forte que la vengeance, même quand la miséricorde coûtait tout. Le lendemain matin, Maya entra dans la chambre d'hôpital de Marcus avec Harold, un avocat et un contrat. Marcus leva les yeux, l'espoir et la peur se mêlant sur son visage. « Je vais payer pour ton traitement », annonça Maya sans préambule. 2 millions pour le traitement complet à Johns Hopkins. Mais nous le faisons avec des conditions. N'importe lesquelles. Premièrement, c'est un don, pas un prêt. Tu ne me devras jamais d'argent. Mais tu devras à Naomi ta présence. Si tu survivras à cela, tu seras présent. Pas seulement quand c'est facile. Toujours. Tu signes un accord légal qui t'engage à cela. D'accord. Deuxièmement, si à un moment les médecins disent que le traitement ne fonctionne pas, s'ils disent qu'il cause plus de mal que de bien, tu arrêtes. Tu ne traînes pas cela en longueur. Tu ne fais pas regarder à Naomi tes souffrances pendant des années à poursuivre un miracle qui ne viendra pas. Tu acceptes la qualité de vie plutôt que la quantité de jours. Marcus avala difficilement sa salive. D'accord. Troisièmement, tu participeras à une thérapie familiale, toi, moi et Naomi. Parce que si tu survives, nous allons devoir comprendre comment exister dans la vie de l'autre à long terme, et nous allons le faire avec une aide professionnelle. Je le ferai. Et enfin, la voix de Maya se durcit. Tu ne me demanderas jamais, jamais autre chose. C'est tout. C'est la miséricorde que tu obtiens. Après cela, nous sommes quittes. Je ne te dois rien. Comprends-tu? Je comprends. Les yeux de Marcus se remplirent de larmes. Maya, je ne sais pas comment te remercier. Ne me remercie pas. Ne t'excuse plus. Ne fais pas de cela une question de ta culpabilité ou de ta gratitude. Signe juste les papiers. Va à Johns Hopkins et bats-toi comme un forcené pour vivre pour Naomi. Pas pour moi. Jamais pour moi. Pour elle. Marcus signa les papiers avec des mains tremblantes. Et Maya sortit de cette chambre d'hôpital en se sentant à la fois plus légère et plus lourde. Plus légère parce qu'elle avait fait son choix et pouvait vivre avec. Plus lourde parce qu'elle savait ce que cela lui avait coûté. David était parti. Sa paix était brisée. Son avenir était incertain. Mais quand elle rentra chez elle et trouva Naomi qui l'attendait avec un sourire qui atteignait ses yeux pour la première fois depuis la fête, Maya sut qu'elle avait fait le bon choix. Non pas parce que Marcus méritait d'être sauvé, mais parce que Maya méritait d'être la personne qui pouvait le sauver et s'en aller malgré tout, intacte. Le traitement expérimental à Johns Hopkins fut brutal, d'une manière à laquelle Maya n'était pas préparée. Même après avoir vu son père mourir de la même maladie, l'immunothérapie attaquait le système de Marcus avec une intensité féroce. Des pics de fièvre qui le laissaient délirant, des nausées si sévères qu'il ne pouvait garder de l'eau, une fatigue qui faisait que se tenir debout ressemblait à gravir une montagne. La radiothérapie ciblée brûlait sa peau, le laissait les yeux creux et squelettiques, le transformant de l'homme qui s'était effondré à la fête d'anniversaire en quelque chose qui lui ressemblait à peine. Et Naomi voulait tout voir. « Maman, je dois lui rendre visite », disait-elle chaque week-end, sa voix portant cette détermination d'adolescente que Maya reconnaissait en elle-même plus jeune. « Il a besoin de savoir que je suis là. » Alors elles y allaient. Chaque samedi pendant 6 mois, Maya conduisait Naomi pendant les 4 heures de route jusqu'à Baltimore, s'asseyait dans des chambres d'hôpital stériles qui sentaient l'antiseptique et le désespoir, et regardait sa fille tenir la main de son père pendant qu'il vomissait dans un bassin, ou dormait malgré la douleur, ou essayait de sourire malgré les ravages que le traitement infligeait à son corps. Les médecins disaient que le traitement fonctionnait, que les tumeurs rétrécissaient. Lentement, incroyablement, Marcus répondait mieux que 90% des patients de l'essai. Mais fonctionner ne signifiait pas facile. Fonctionner signifiait que Marcus était toujours en vie pour souffrir chaque jour agonisant d'être empoisonné dans l'espoir d'être guéri. Maya s'attendait à ressentir du ressentiment, s'attendait à regretter son choix,
à regarder Marcus souffrir et penser « Je paie 2 millions pour ça ». Mais au lieu de cela, elle ressentait quelque chose de plus compliqué. Pas de la compassion exactement, pas du pardon, mais une étrange paix qui venait du fait de savoir qu'elle avait choisi la miséricorde plutôt que l'amertume. Même quand la miséricorde ressemblait à cela, regarder son ennemi se battre pour sa vie avec l'argent qu'elle lui avait donné. David n'appela jamais, n'envoya jamais de message. Le silence là où sa voix aurait dû être faisait mal comme un membre fantôme. Mais Maya ne le contacta pas. Il avait fait son choix, tout comme elle avait fait le sien. Ils se protégeaient tous les deux de manière différente. Harold les accompagnait parfois, offrant la présence adulte et stable qui permettait à Maya d'avoir des moments où elle pouvait sortir de l'hôpital, s'asseoir dans sa voiture et pleurer d'épuisement, de chagrin et du poids écrasant de tout cela. Il ne lui demanda jamais si elle regrettait son choix. Il restait simplement avec elle, lui tendait des mouchoirs et lui rappelait que la force ne signifiait pas ne jamais craquer, mais signifiait craquer et choisir de continuer malgré tout. Les séances de thérapie familiale étaient plus dures que les visites à l'hôpital. Le docteur Patricia Morrison, spécialiste des familles recomposées et des traumas, ne laissait aucun d'entre eux se cacher derrière des platitudes ou des performances. Elle obligeait Marcus à affronter ce que son abandon avait causé à Naomi. Elle obligeait Naomi à exprimer sa colère en même temps que son amour. Elle obligeait Maya à admettre que sauver la vie de Marcus n'effaçait pas ce qu'il avait fait, et qu'elle avait le droit de continuer à porter cette douleur, même en lui montrant de la miséricorde. « Tu es en colère contre lui parce qu'il est en train de mourir », dit le docteur Morrison à Maya pendant une séance, sa voix douce mais implacable. Pas pour être parti il y a 11 ans. Pour être tombé malade maintenant, pile au moment où Naomi avait enfin un père. Pour te rendre à nouveau responsable de lui. Maya voulut le nier, mais la vérité se logea dans sa gorge comme une pierre. Oui. Je suis furieuse contre lui pour cela. Pour m'avoir mise dans cette position. Pour me faire choisir entre être cruelle ou être brisée, pas financièrement, mais émotionnellement. Pour m'avoir pris David. Pour faire regarder cela à Naomi. Pour tout cela. Marcus, mince et pâle sur la chaise en face d'elle, hocha lentement la tête. Tu as parfaitement le droit d'être en colère. Être en colère contre toi-même n'arrange rien. Je sais. Mais peut-être que c'est un début. 4 mois après le début du traitement, l'oncologue de Marcus appela Maya directement, ce qui n'arrivait jamais, ce qui signifiait que quelque chose n'allait pas. Mademoiselle Richardson Hartwell, nous devons discuter des derniers scanners de Marcus. Pouvez-vous venir à Baltimore demain? L'estomac de Maya se serra. Dites-le-moi simplement. Est-ce que ça s'étend? Non, ça rétrécit de manière significative. Nous observons des taux de réponse sans précédent. Mais il y a une complication. Un autre type de complication. Le lendemain matin, Maya s'assit dans le bureau du docteur Patel sans Naomi, sans Harold, seule avec les nouvelles qu'elle s'apprêtait à recevoir. Marcus était là aussi, l'air terrifié d'une manière que le diagnostic de cancer ne lui avait pas inspiré. Le traitement fonctionne presque trop bien, expliqua le docteur Patel. L'immunothérapie attaque les cellules cancéreuses de manière agressive, mais elle a aussi déclenché une réponse auto-immune. Le corps de Marcus attaque maintenant ses propres tissus sains. Ses reins sont en train de défaillir. Les connaissances médicales de Maya, acquises au fil des années de programmes de santé de sa fondation, prirent le relais. À quel point grave? Il a besoin d'une transplantation rénale rapidement. Il a été placé sur la liste des donneurs, mais étant donné ses antécédents médicaux et le traitement contre le cancer en cours, il n'est pas prioritaire. Le temps d'attente pourrait être de 2 à 3 ans. Il a peut-être 6 mois avant que la dialyse ne devienne nécessaire, et la dialyse à long terme pendant un traitement contre le cancer réduit significativement ses chances de survie. L'ironie était si cruelle que Maya faillit rire. Elle avait payé 2 millions pour sauver Marcus du cancer, et maintenant son propre système immunitaire était en train de le tuer. Et un don vivant? Demanda Marcus calmement. Ce serait idéal. Si vous avez un parent ou un ami compatible qui accepte de donner, nous pourrions accélérer la chirurgie. Mais le donneur devrait être un bon match, groupe sanguin, type tissulaire, plusieurs autres facteurs. Et il faudrait qu'il soit en excellente santé. Après le rendez-vous, Maya et Marcus restèrent assis dans sa chambre d'hôpital dans un lourd silence. Je n'ai personne, dit enfin Marcus. Pas de frères et sœurs. Mes parents sont morts. Ma famille éloignée m'a rayé de sa vie il y a des années quand j'ai divorcé de toi et que le scandale a éclaté dans la presse. J'ai brûlé tous les ponts que j'ai jamais eus. Et Naomi.
Elle a 14 ans, trop jeune pour donner. Et même si elle était plus âgée, je ne lui demanderais jamais de me donner une partie de son corps. Après tout ce que je lui ai fait subir. Maya sortit son téléphone, envoyant un texto à Harold. Besoin que tu fasses une vérification de compatibilité médicale. Marcus a besoin d'un rein. Vérifie son dossier contre la base de données des donneurs de la fondation. Marcus la regarda, la compréhension se faisant sur son visage. Maya, non. Tu en as déjà assez fait. Tu m'as déjà tellement donné. Je n'offre pas de données. Je vérifie si l'un de nos clients ou membres du personnel de la fondation pourrait être compatible. Nous avons une base de données de personnes qui se sont portées volontaires pour des essais médicaux et des registres de dons. C'est peu probable, mais... Mais tu essaies quand même, alors que tu pourrais simplement me laisser mourir. Alors que je pourrais te laisser mourir, acquiesça Maya. Parce que j'ai fait un choix il y a 6 mois, et je vais jusqu'au bout. La réponse de Harold arriva 3 heures plus tard. Aucun match dans la base de données. Mais Maya, tu devrais peut-être t'asseoir pour ceci. J'ai comparé tes analyses sanguines de ta dernière visite médicale avec le typage tissulaire de Marcus. Tu es un donneur potentiel. 6 marqueurs sur 6. Je n'ai jamais vu une compatibilité aussi proche en dehors de frères et sœurs. Maya fixa le message jusqu'à ce que les mots se brouillent. Bien sûr. Bien sûr que l'univers ferait cela. Sauver Marcus du cancer seulement pour exiger que Maya lui donne littéralement une partie d'elle-même pour le garder en vie. Elle appela Harold. Ne le dis à personne. Pas à Naomi. Pas à Marcus. Personne. Que vas-tu faire? Je ne sais pas encore. Mais elle le savait. Elle l'avait su au moment où elle avait lu ce message. Elle ne voulait juste pas l'admettre. Cette nuit-là, Maya s'assit dans son bureau, fixant le portrait de son père, celui où il portait son uniforme de concierge avec une dignité qui lui serrait la poitrine. Papa, tu as dit que la miséricorde, c'était savoir qui je veux être. Mais si être miséricordieuse signifie me détruire moi-même? Si cela signifie donner des morceaux de mon propre corps à quelqu'un qui m'a jeté? Le portrait ne répondit pas, mais sur son bureau, elle remarqua une enveloppe qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Harold avait dû la laisser alors qu'elle ne regardait pas. Une autre lettre de son père. Celle-ci disait simplement « Quand la miséricorde demande tout ». Ses mains tremblaient en l'ouvrant. « Ma chère Maya, si tu lis ceci, la miséricorde t'a demandé de sacrifier quelque chose qui semble être trop. Ta sécurité, ta paix, ton corps, ton avenir, quelque chose qui te fait te demander si la miséricorde a des limites. Et tu essaies de comprendre si dire non fait de toi une personne cruelle, ou si dire oui fait de toi une folle. Laisse-moi te parler du jour de ta naissance. Ta mère a eu des complications. Les médecins ont dit qu'ils pouvaient la sauver ou te sauver, mais probablement pas les deux. Et ta mère, ma belle et courageuse femme, m'a regardée et a dit « Sauve le bébé. S'il te plaît, sauve notre bébé. » J'ai dû choisir entre l'amour de ma vie et la fille que je n'avais même pas encore rencontrée. Et ta mère a fait ce choix pour moi en te choisissant toi. Elle a tout donné pour que tu vives. Et pendant des années, j'ai été en colère contre elle pour cela. En colère qu'elle m'ait quittée. En colère que je doive t'élever seule. En colère que la miséricorde m'ait coûté tout. Mais Maya, tu t'es révélée être tout. Tu valais chaque larme, chaque nuit blanche, chaque moment où elle m'a manqué. Parce qu'elle ne t'a pas seulement donné la vie. Elle m'a appris ce que l'amour signifie vraiment. Cela signifie donner, même quand cela coûte tout. Même quand cela fait mal, même quand tu ne le récupéreras jamais. Mais voici ce que j'ai appris et qu'elle n'a jamais eu la chance de t'enseigner elle-même. Donner tout ne signifie pas donner jusqu'à être détruit. Ta mère n'est pas morte pour me faire souffrir. Elle est morte pour que tu vives pleinement et pour que j'apprenne à aimer sans limite. Si la miséricorde te demande quelque chose qui te blessera, te brisera, te laissera incapable d'être la personne que tu es destinée à être, alors ce n'est pas la miséricorde qui demande. C'est la cruauté. La vraie miséricorde a des limites. Le vrai amour protège à la fois celui qui donne et celui qui reçoit. Alors demande-toi, ce don te rendra-t-il plus entier ou moins? Te libérera-t-il ou t'asservira-t-il? Et si la réponse est « moins » et « asservira », alors dire non n'est pas de la cruauté. C'est de la préservation de soi. Et la préservation de soi est sacrée, elle aussi. Tu ne dois à personne ta destruction. Même au nom de la miséricorde. Je t'aime. Choisis-toi toi-même quand tu en as besoin. Je serai fier de toi, quelle que soit ta décision. Ton papa.
Maya lut la lettre jusqu'à la connaître par cœur. Et puis elle prit une décision qui la surprit elle-même. Elle appela le docteur Patel. Je suis compatible, 6 marqueurs sur 6. Je veux procéder à l'évaluation pour le don. Mademoiselle Richardson Hartwell, c'est extraordinaire, mais je dois m'assurer que vous comprenez à quoi vous vous engagez. Le don de rein vivant est une chirurgie majeure. La récupération dure de 6 à 8 semaines. Il y a des risques, infections, saignements, complications. Et bien que la plupart des donneurs vivent parfaitement normalement avec un seul rein, il y a toujours un petit risque de maladie rénale plus tard dans la vie. Je comprends. Et je dois demander, êtes-vous forcé d'une quelconque manière? Étant donné vos antécédents avec Monsieur Richardson. Non. C'est mon choix. Ma fille mérite un père, et je peux lui donner cela. Alors je le ferai. Elle le dit à Naomi ce soir-là, s'attendant à de la gratitude, peut-être des larmes de soulagement. Au lieu de cela, Naomi sembla horrifiée. Maman, non, tu ne peux pas. Tu as déjà payé pour son traitement. Tu lui as déjà tellement donné. Tu ne peux pas lui donner une partie de ton corps. Ma chérie, c'est la seule façon. Alors laisse-le mourir. Les mots de Naomi les choquèrent toutes les deux. Elle mit sa main sur sa bouche, des larmes coulant. Je ne voulais pas dire ça. Je ne le pensais pas. Mais maman, il nous a quittés. Il nous a abandonnés. Et tu vas laisser les médecins t'ouvrir et prendre ton rein pour lui? Et si quelque chose tourne mal? Et si tu meurs? Je ne vais pas mourir. Tu n'en sais rien. Et je ne peux pas te perdre. Je ne peux pas. Naomi sanglotait maintenant, les mêmes sanglots intenses que la nuit où Marcus s'était effondré. Papa compte, mais tu comptes plus. Tu es ma maman. Tu as été là chaque jour de ma vie, et je te le dis, je te supplie, s'il te plaît, ne fais pas ça. Maya attira sa fille contre elle, sentant le poids des choix impossibles lui écraser la poitrine. Et si je te disais que je ne fais pas ça juste pour lui, ni même pour toi? Et si je te disais que je le fais parce que lui donner ce rein signifie que je n'aurais jamais à me demander si j'aurais pu le sauver? Que j'achète ma propre paix avec ce choix? Alors je dirais que tu te mens à toi-même. Naomi se dégagea, et ses yeux de 14 ans détenaient une sagesse qui n'aurait pas dû y être. Tu le fais parce que tu ne supportes pas qu'on te qualifie de cruelle. Parce que tu es tellement occupée à être parfaite que tu vas te détruire pour prouver que tu es meilleure que les gens qui t'ont blessée. Les mots frappèrent Maya comme une gifle, parce qu'ils étaient vrais. Au moins en partie. Avant que Maya ne puisse programmer la chirurgie, une livraison express arriva à sa maison. Pas d'adresse de retour, juste une enveloppe épaisse avec son nom écrit d'une écriture qu'elle reconnaissait mais n'avait pas vue depuis des années. Elle faillit la jeter sans l'ouvrir, mais la curiosité l'emporta. Elle ouvrit l'enveloppe et en sortit une lettre et un chèque de banque de 2 400 000 $. La lettre disait « Maya, je sais que tu ne veux pas entendre parler de moi. J'avais promis de ne plus jamais te contacter, mais je brise cette promesse parce que j'ai appris que Marcus avait besoin d'un rein. Et j'ai appris que tu prévoyais de donner. Et je ne peux pas te laisser faire cela sans te dire quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des années. Quand Marcus et moi étions ensemble, au début de notre relation, quand je pensais que je gagnais et que tu perdais, il m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il a dit « Maya est trop bonne. C'est le problème. Elle est tellement occupée à être bonne qu'elle ne sait pas comment se protéger. Et les gens comme nous, Vanessa, nous en profitons. Nous utilisons sa bonté contre elle. » J'ai ri quand il l'a dit. Je pensais que cela nous rendait intelligents. Mais maintenant, 5 ans après avoir essayé de reconstruire une vie que j'ai détruite, je comprends ce qu'il disait vraiment. Tu donnes trop. Et les gens comme Marcus et moi, nous prenons et prenons jusqu'à ce qu'il ne te reste plus rien. Alors je te demande, en tant que personne qui t'a blessé et a appris trop tard ce que cela coûtait, ne lui donne pas ton rein. Tu en as déjà assez donné. Laisse-moi donner à la place. J'ai passé la dernière année à me faire tester comme donneur potentiel pour quelqu'un, n'importe qui. J'ai été sur des registres de donneurs, essayant de faire quelque chose de bien, essayant de prouver que je suis plus que la pire chose que j'ai faite. Le mois dernier, j'ai fait un test par rapport au profil de Marcus sur le registre national, juste pour voir. Je suis compatible. 4 marqueurs sur 6. Pas aussi bien que toi, mais assez bon. Les médecins disent que cela pourrait marcher. Alors voici ce que je propose. Je donnerai mon rein à Marcus. Toi, prends cet argent. C'est chaque centime que j'ai économisé au cours de 5 ans à vivre dans ce refuge, à travailler à 3 emplois, à me reconstruire à partir de rien.
Ce n'est pas assez pour rembourser ce que la fondation m'a donné. Mais c'est quelque chose. Utilise-le comme tu veux. Mais s'il te plaît, laisse-moi faire cela. Laisse-moi lui donner quelque chose pour que tu n'aies pas à le faire. Non pas parce qu'il le mérite de ma part plus qu'il ne le mérite de la tienne, mais parce que tu en as assez porté. Tu en as assez donné. Et quelqu'un doit te protéger de ta propre miséricorde. Laisse cette personne être moi. La femme qui a essayé de te détruire te supplie. Laisse-moi sauver l'homme que nous avons toutes les deux blessé. Laisse-moi te donner la seule chose que je ne t'ai jamais donnée auparavant. La chance de t'en aller. Mes coordonnées sont ci-dessous si tu veux en discuter. Mais si je n'ai jamais de tes nouvelles, je comprendrai. S'il te plaît, réfléchis-y. Tu mérites de garder l'intégralité de toi-même. Vanessa. Maya lut la lettre 3 fois, puis appela le docteur Patel. Il y a un autre donneur potentiel, Vanessa Chen. 4 marqueurs sur 6. Pouvez-vous l'évaluer? 2 semaines plus tard, le docteur Patel appela avec des nouvelles. Mademoiselle Chen est approuvée. La compatibilité à 4 marqueurs n'est pas idéale, mais nous pouvons procéder avec elle comme donneuse si Monsieur Richardson y consent. Maya se rendit à Baltimore seule, entra dans la chambre d'hôpital de Marcus et lui raconta tout. Être compatible, avoir prévu de donner, l'offre de Vanessa. Marcus écouta, son visage squelettique impassible. Quand elle eut fini, il resta silencieux un long moment. Vanessa veut me donner son rein, dit-il finalement, comme s'il n'arrivait pas à y croire. Oui. Et tu allais me donner le tien. Oui. Maya, pourquoi? Après tout, pourquoi allais-tu faire cela? Parce que Naomi mérite un père. Et parce que j'avais besoin de savoir que j'avais fait tout ce que je pouvais. Et parce que la miséricorde est ce que j'ai choisi d'être, même quand cela coûte tout. Les yeux de Marcus se remplirent de larmes. Je ne veux pas de ton rein. Le souffle de Maya se coupa. Quoi? Je ne veux pas que tu te fasses ouvrir pour moi. Je ne veux pas que tu me donnes une partie de ton corps. Je ne veux pas que tu sacrifies plus que tu ne l'as déjà fait. Il pleurait maintenant, de manière laide et honnête. Je veux vivre. Mon Dieu, je veux vivre. Mais pas si cela signifie prendre des morceaux de toi. Laisse Vanessa le faire. Laisse la femme qui m'a aidé à te détruire m'aider à me sauver. Cela semble juste, d'une manière que je ne peux pas expliquer. Marcus, je te dis non. Je refuse ton rein. Non pas parce que je n'en ai pas besoin, mais parce que tu as besoin de le garder. Tu as besoin de garder l'intégralité de toi-même. Pour Naomi, pour quel que soit l'homme qui te méritera un jour, pour les milliers de femmes que tu vas continuer à aider. Tu ne peux pas faire cela si tu te donnes pièce par pièce. Maya sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Du soulagement mêlé à du chagrin, mêlé à quelque chose qui ressemblait presque à du respect. D'accord. Nous utiliserons Vanessa. La chirurgie eut lieu 3 semaines plus tard. Maya et Naomi attendirent dans la salle d'attente tandis que les chirurgiens retiraient un des reins de Vanessa et le transplantaient dans Marcus. 8 heures de chirurgie. 8 heures sans savoir si cela fonctionnerait, si Marcus survivrait, si cette miséricorde impossible serait suffisante. Quand le docteur Patel sortit enfin, elle souriait. Le rein fonctionne. Monsieur Richardson est en salle de réveil. Mademoiselle Chen est stable. C'est un succès. Naomi s'effondra dans les bras de Maya, sanglotant de soulagement. Et Maya se sentit plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des mois, sachant qu'elle avait été prête à tout donner, mais qu'elle n'avait pas eu à le faire. Que la miséricorde avait trouvé un chemin qui n'exigeait pas sa destruction. 2 mois plus tard, Marcus sortit de l'hôpital, sans cancer, le rein fonctionnant. Vivant contre toute attente, il emménagea dans un petit appartement près de l'école de Naomi. Il commença à travailler à temps partiel dans une organisation à but non lucratif aidant les familles à faible revenu, et se présenta à chaque visite de garde, chaque événement scolaire, chaque moment important. Et Maya. Maya se rendit à l'appartement de Vanessa, un modeste 2 pièces où Vanessa était encore en convalescence, et se retrouva assise en face de la femme qui avait un jour essayé de la détruire. « Pourquoi l'as-tu fait » demanda Maya. « Pourquoi lui as-tu vraiment donné ton rein » Vanessa regarda par la fenêtre, sa main posée sur son incision en train de guérir. « Parce qu'il y a 5 ans, tu m'as sauvé la vie alors que tu avais toutes les raisons de me laisser me noyer. La fondation, le refuge, la seconde chance, tout cela venait de toi. Et j'ai réalisé que la miséricorde n'est pas quelque chose que l'on mérite. C'est quelque chose que quelqu'un choisit de donner. Alors j'ai choisi de la donner, non pas à Marcus,
mais à toi. Pour te rendre la partie de toi-même que tu étais sur le point de sacrifier. Merci, dit doucement Maya. Je ne te pardonne pas pour ce que tu as fait. Mais je te suis reconnaissante pour ce que tu as fait. C'est suffisant. Plus que suffisant. 6 mois après la chirurgie, Maya reçut un appel qui fit s'arrêter son cœur. La voix de David, prudente et hésitante, « J'ai tout entendu. À propos du rein de Marcus, à propos de ton intention de donner, à propos de Vanessa. Maya, pouvons-nous parler ?» Ils se rencontrèrent dans un café, un terrain neutre, et s'assirent l'un en face de l'autre comme des étrangers qui étaient autrefois intimes. Maintenant, dites-moi, d'où regardez-vous cela, et laquelle des 4 parties vous a le plus touché? Laissez votre localisation et dites-moi, était-ce la partie 1, où elle a hérité des milliards, la partie 2, où elle a détruit Marcus au tribunal, la partie 3, où elle l'a laissé revenir dans la vie de Naomi, ou la partie 4, où elle a failli lui donner son rein? Commentez ci-dessous. Voyons quel moment vous a le plus brisé. Si vous avez regardé les 4 parties de cette série, si vous avez passé les 2 dernières heures à pleurer, à applaudir et à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le pardon, les limites et ce que nous devons aux gens qui nous ont blessés, alors vous devez faire 4 choses maintenant. Premièrement, appuyez sur ce bouton d'abonnement et activez toutes les notifications, car je publie des histoires comme celle-ci qui vont vous bouleverser de la meilleure façon. Des histoires sur de vraies personnes faisant face à des choix impossibles et trouvant une force qu'elles ne connaissaient pas. Deuxièmement, écrasez ce bouton « J'aime » si vous croyez que la miséricorde devrait avoir des limites, si vous croyez que donner ne signifie pas l'autodestruction, si vous croyez que vous pouvez être à la fois gentil et protégé en même temps. Troisièmement, partagez toute cette série avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, quelqu'un dans une situation de coparentalité compliquée, quelqu'un qui a été trop miséricordieux et en a payé le prix, quelqu'un qui lutte pour savoir s'il doit aider quelqu'un qui l'a blessé. Partagez-la. Faites-leur savoir qu'ils ne sont pas seuls face à ces choix impossibles. Et enfin, c'est essentiel. Prenez le temps de revoir les 4 parties depuis le début, car je vous assure que certains détails vous ont échappé, que certaines scènes vous toucheront autrement maintenant que vous connaissez l'issue, et que des messages prendront une profondeur nouvelle à la seconde lecture. Merci d'avoir parcouru tout ce chemin aux côtés de Maya, depuis l'instant le plus sombre de sa vie, lorsqu'elle a été abandonnée enceinte et brisée par Marcus, jusqu'à son sommet, lorsqu'elle a hérité de milliards, puis jusqu'à son moment le plus fort, celui où elle a compris que la compassion ne doit jamais se transformer en sacrifice de soi. Vous venez d'assister à l'histoire complète d'une femme qui a découvert que la véritable richesse ne se mesure pas en argent, mais dans la connaissance de sa propre valeur et dans le refus de la trahir, même sous couvert de faire le bien. Alors avancez dans votre propre vie avec des limites claires et de la bienveillance, avec de la générosité mais aussi de la protection personnelle, avec un cœur ouvert quand c'est juste et des frontières solides quand c'est nécessaire. Exactement comme Maya l'a appris, exactement comme son père le lui a transmis, et exactement comme vous pouvez l'apprendre vous aussi. Vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais sans pouvoir. Et vous méritez, vous aussi, la miséricorde.